À gauche, Fabien Recker. Malgré ce bilan humain, Gérald Darmanin défend la stratégie du maintien de l'ordre à Sainte-Soline. Une manifestation interdite, rappelle le ministre devant les sénateurs. Nous nous préparions à un moment de confrontation, non pas parce que nous le souhaitions, comme je l'entends ici ou là, mais parce qu'il était inévitable, puisque personne n'a respecté l'état de droit dans le camp des manifestants casseurs, ni les arrêtés d'interdiction de la préfète, ni les arrêtés de transport d'armes. Couteaux, boules de pétanque, haches, 800 objets ont été saisis par les policiers et gendarmes, indique le ministre. Au Sénat, la droite se range du côté des forces de l'ordre, mais critique le gouvernement. Où est l'autorité de l'État quand l'interdiction n'est pas respectée et que vous ne vous donnez pas les moyens d'empêcher ce que vous interdisez? Il me semble que nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'État est défié, certes, mais qu'il est aussi peut-être déficient. Les personnes n'ont pas réussi à installer de ZAD. Et oui, l'autorité de l'État a été respectée. Mais oui, cela a été violent. Et oui, il faut se prémunir contre cela. Au fil de l'audition, Gérald Darmanin essuie le feu des critiques de la gauche. Vous savez, monsieur le ministre, qu'en France, le nombre de morts et de blessés lors des manifestations est 4 fois supérieur à la moyenne et à chacun des pays européens, monsieur le ministre. Jusqu'à cet échange tendu avec la sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie. Vous avez fait la une du JDD, je vous en félicite sans doute, en indiquant que vous refusiez de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche. Je suis élu de Paris, le terme de terrorisme, pour chaque Français d'ailleurs, est quelque chose que vous ne devriez pas utiliser de manière un peu rapide. Vous n'êtes pas la police des mots, madame de La Gontrie. Vous faites partie manifestement du camp du bien et vous considérez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des mots et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de police des mots en démocratie, madame la sénatrice. Malgré ces critiques, le ministre assume et accuse l'ultra-gauche de prendre en otage le mouvement social. Il pointe un basculement dans la violence depuis le 16 mars, jour de l'emploi du 49.3 à l'Assemblée nationale. Et pour revenir sur ces violences à Sainte-Soline et au-delà, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marc-Philippe Daubresse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains du Nord, vice-président de la Commission des lois et vous avez donc auditionné ce matin le ministre de l'Intérieur. Sur ce plateau également, Thomas Dossus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur écologiste du Rhône et vous faites partie de ces élus qui ont participé à la manifestation de Sainte-Soline. Et enfin, sur ce plateau, Emmanuel Capus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Indépendants de Maine-et-Loire et vice-président de la Commission des Finances. Je voudrais que l'on commence par un tour de table tout simplement. Est-ce que les réponses de Gérald Darmanin sur Sainte-Soline sont pour vous satisfaisantes? Est-ce que vous êtes satisfait par les réponses qu'il vous a apportées aujourd'hui, Marc-Philippe Daubresse? Écoutez, j'ai dit ce matin, nous partageons le diagnostic de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que d'un certain nombre de manifestations qui se déroulaient de manière pacifique pour les intersyndicales, et c'est normal, c'est le droit de grève en France, il y a eu une prise en main, une sorte de prise en otage par ce qu'on peut appeler une ultra-gauche. Comme dans le temps, il y a eu à un moment d'ailleurs, pour les Gilets jaunes, une prise en otage par de l'extrême droite. Que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, moi je rejette les deux extrêmes. Je dis nous sommes dans un état de droit. Et quelque part, si on fait abstraction ou si on sape les fondements de cet état de droit, on veut aller dans une république insurrectionnelle, on veut mettre toutes les institutions par terre. C'est un autre projet que je ne partage pas. Je n'accepte pas, monsieur Dossus, de voir des élus de la République avec une écharpe défiler dans une manifestation interdite. C'est d'ailleurs, vous le savez bien, passible d'une contravention de 4e classe. Donc, moi, je partage le diagnostic, je partage les objectifs, mais comme mon ami Philippe Bas, je dis attention, est-ce qu'aujourd'hui les moyens dont dispose le ministère de l'Intérieur pour faire respecter l'état de droit, pour protéger les citoyens dans leurs biens et dans leurs personnes, ou même les citoyens qui manifestent... Est-ce que l'État a été déficient, pour reprendre ce qu'a dit Philippe Bas? Je ne dis pas qu'il a été déficient, je dis qu'il n'a pas aujourd'hui les moyens de son action et que ça nécessite sans doute un débat approfondi sur le plan juridique et au Parlement, bien sûr. Et la réponse de Thomas Dossus, peut-être à ce que vient de vous dire Marc-Philippe Daubresse sur votre présence à Sainte-Soline, mais au-delà aussi, eh bien, sur ce que dit Gérald Darmanin, qui, on l'a dit, a souvent mis en accusation l'ultra-gauche ce matin. Non, moi j'assume ma présence, je l'ai dit la semaine dernière... dans cette même émission. Voilà, aux questions gouvernement la semaine dernière. Moi, j'assume ma présence là-bas. Et personne, ni le ministre de l'Intérieur, ni mon collègue Daubresse pourra m'interdire de mettre les pieds où j'en ai envie. Eh bien, très bien, mais je payerai ma contravention, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous contrevenez à la loi. Tout à fait. Bon. J'assume de désobéir. De désobéir, oui, j'assume. Voilà. J'assume de désobéir quand le sujet me semble légitime. Et surtout, on a eu un ministre de l'Intérieur qui, la veille de la manifestation, nous promet
la guerre, il nous promet des scènes de violence, il nous promet des images de violence, même c'est même pas la violence en lui-même qui l'intéresse, c'est les images de violence, puisque c'est ses propos la veille de la manifestation. Et moi, je suis inquiet. Je suis inquiet quand le ministre lui-même nous dit ça va être très violent. Donc je vais voir ce qui se passe sur le terrain. Et heureusement aujourd'hui que je suis allé voir. Il a provoqué les violences. Non, je ne dis pas qu'il a provoqué. Vous n'êtes pas dans une mission de contrôle du Parlement. Je fais ce que je veux. C'est votre propre initiative individuelle. Bien sûr, mais je fais ce que je veux de mon mandat. Vous voulez, mais vous êtes un élu de la nation. Oui, très bien. Donc il y a des choses que vous pouvez faire, mais il y a des choses et je vais voir sur le terrain. Ça me permet aujourd'hui, de dénoncer les mensonges qui ont encore été répétés ce matin par le ministre, parce que j'étais sur place. Donc moi j'ai vu, j'étais à côté d'une blessée, on a essayé d'appeler les secours, qui ont mis du temps à venir. Donc ça je l'ai vu. Il pourra dire ce qu'il veut, il pourra contester la Ligue des droits de l'homme s'il veut, qui a produit un enregistrement qui est très clair sur la question. Il pourra toujours essayer de dissoudre qui il veut. Fake news ce matin. Oui, mais il peut le marquer en gros sur sa présentation comme il l'a fait ce matin. Moi j'étais sur place, je l'ai vu, je l'ai vécu. Quand vous êtes à côté d'une personne, une jeune femme qui a reçu un projectile au visage, dont les infirmiers nous disent il y a un enfoncement orbital. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Je ne sais pas d'où venait le projectile, je ne veux pas le savoir. Là, on était sur une zone qui était plutôt apaisée. On pouvait avoir des secours. Ils ne sont pas venus. Il peut nous dire ce qu'il veut. Du tout. Ils sont venus, ils ont mis du temps à venir. Mais voilà, on se mettre du temps et être empêchés. Ils ont été entravés. Ils ont été entravés par qui ? Par les projectiles que les manifestants lançaient sur les gendarmes. Vous étiez avec moi sur place. Bah écoutez, j'ai vu les images. Voilà, vous avez vu les images. Moi, j'étais sur place. C'est ça la différence entre vous et moi. Vous aviez des images, mais nous... Il y avait des journalistes avec moi aussi. Il y avait des gendarmes. On peut aussi interdire les journalistes de manifestation. Les gendarmes n'ont pas l'utilisation des drones, alors que les manifestants les utilisent. C'est pas les manifestants, c'était des journalistes qui avaient les drones. Je les connais, donc je sais qu'il y avait 2 drones en circulation. Je sais qu'ils les utilisaient. C'était pas les manifestants. C'est aussi un mensonge de Gérald Darmanin ce matin. Vous pouvez toujours écouter ce que dit le ministre. Non. Moi, j'étais sur place, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. J'ai quelques heures de vol. Très bien. Vous avez l'air de faire confiance à Gérald Darmanin. Non, et pas mon témoignage. J'ai été réélu 7 fois, monsieur le parlementaire, 2 fois face à l'extrême droite. Allez, on va poursuivre. Et je sais qu'il y a un élu de la nation. Voilà, très bien. Et vous avez votre vision de l'élu de la nation. J'ai ma vision de l'exercice de mon mandat. Vous ne respectez pas votre écharpe d'élu de la nation. Ça me permet de. Allez, messieurs, tranquillement. Oui, vous écoutez sagement ce que dit le ministre de l'Intérieur. Moi, j'ai mon témoignage de personnes qui étaient. Allez, la parole. Allez, nous sommes 3 sur ce plateau. La parole aussi à Emmanuel Capus pour terminer ce tour de table sur les sentiments qu'a suscité chez vous cette audition de Gérald Darmanin. A-t-il été pour vous convaincant ? Moi, je crois qu'on peut discuter entre sénateurs de façon relativement modérée. Moi, j'ai trouvé que le ministre avait été convaincant. Il a très clairement rappelé qu'il y a la liberté de manifester en France et elle est vraiment beaucoup protégée. Mais à côté, là, on n'était pas du tout dans ça. On était dans la violation d'une propriété privée, la destruction d'une propriété privée, dans le cadre d'une manifestation, même pas non déclarée, mais interdite par arrêté préfectoral, par 8 arrêtés préfectoraux, il a rappelé. Donc la question est celle de savoir, est-ce que force doit rester à la loi ? Dans une démocratie, on ne se fait pas justice à soi-même. Il l'a dit, il y a des arrêtés, il y a des interdictions, il y a des décisions de justice qui ont autorisé ce projet. Et je ne rentre pas dans le débat de savoir si c'est un bon projet ou pas un bon projet, parce que rien ne justifie la violence. Rien ne justifie la violence contre les forces de l'ordre. Rien ne justifie de tenter de lapider des gendarmes. Rien ne justifie de tenter de brûler vifs des gendarmes. Et c'est contre-productif, puisqu'on le voit, les manifestants eux-mêmes ont été victimes de ces violences de Black Bloc, de l'ultra-gauche. Il a très clairement rappelé, alors sans qu'on s'énerve trop, je voudrais partager les regrets de mon collègue Marc-Philippe Daubresse. Les parlementaires ne sont pas au-dessus de la loi. Quand une manifestation est interdite, elle est interdite à tout le monde. Ça a été fort justement rappelé, c'est une infraction, une infraction contraventionnelle, 750 € d'amende. C'est comme ça pour tout le monde. Et les sénateurs ne sont pas au-dessus de la loi. C'est pas le même degré que l'organisation. Je regrette. L'organisation, c'est 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Donc effectivement, j'espère que les organisateurs seront poursuivis et seront condamnés. Mais j'attire l'attention de notre collègue que la violence, quelle qu'elle soit, ne se justifie pas en démocratie. On est dans un grand pays, il y a des voies de droit.
Est-ce que vous êtes favorable à une commission d'enquête sur Sainte-Soline? On voit les députés Renaissance qui le veulent. Une commission d'enquête qui portera, je le cite, sur les récentes manifestations illicites violentes. Une commission d'enquête, a précisé la présidente du groupe Aurore Berger, qui est un moyen de réaffirmer notre soutien à ceux qui nous protègent, là où certains veulent au contraire les mettre en accusation. Votre réaction, Thomas Dossus? Moi, je pense qu'il faut qu'on ouvre une commission dans le même cadre que la commission qui a enquêté sur le fiasco du Stade de France, et qu'on auditionne tout le monde. Qu'on auditionne comme on a auditionné l'UEFA, les supporters, la RATP, le préfet, le ministre. Il faut qu'on aille au-delà de simplement l'audition du ministre qui peut répéter ses mensonges. Donc il faut, oui, auditionner la LDH, y compris les élus sur place si vous voulez, les journalistes qui étaient sur place. Il faut qu'on fasse une audition large pour bien qu'on comprenne ce qui s'est passé il y a 15 jours. Vous le souhaiteriez, vous, donc, au niveau du groupe, au Sénat? Bien sûr. Nous, on veut le pousser pour que la commission des lois se saisisse de ce sujet. Est-ce que vous seriez d'accord là-dessus, Marc-Philippe Daubresse? Parce qu'on le voit, on a vraiment deux visions qui s'opposent. Certains qui disent, ce sont les manifestants qui étaient violents, d'autres qui disent, les forces de l'ordre ont été violentes, etc. À la commission des lois, on n'a jamais été opposé à des commissions d'enquête et on n'a jamais été complaisant, y compris avec le pouvoir en place. Oui, on se rappelle l'affaire Benalla. Bon, j'y étais, donc dans la commission, j'en parle. Donc, moi, je suis toujours favorable à des commissions d'enquête. Je me pose la question de l'objet. Est-ce qu'il ne faut pas l'étendre sur la question des fameuses ZAD? Très bien. Je suis d'accord. Pour dire, voilà, il y a aujourd'hui un certain nombre, après il y a des idéologies et des opinions diverses. Il y a des gens qui occupent des zones... Sur le fantasme des ZAD du ministre, je suis d'accord qu'il faut... Et qu'on essaie d'éclairer cette question des ZAD pour voir qui occupe quoi, dans quelles conditions il le fait, pourquoi il y a une menace sur certains sites, pourquoi certains sites sont considérés comme illégitimes, etc. Monsieur Dossus, vous êtes au Sénat, vous voyez bien que quand nous faisons des commissions, vous comme nous, c'est pour ça que je le demande. Ça a toujours été avec la plus grande objectivité, on écoute tout le monde. Tout à fait. Enfin, dans cette maison, tout au moins. Bon, donc voilà, moi je suis favorable à ça, mais je pense qu'il faudra aller plus loin, parce que le problème qui s'est posé à Sainte-Soline et s'est posé avant, va se poser dans d'autres secteurs. Et donc, il faut éclairer tout ça. Et la question que j'ai posée au ministre ce matin, est-ce que vous disposez de tous les outils juridiques? Et après, il y a des questions de constitutionnalité qui se posent également. Si on se rappelle, par exemple, on en a parlé plusieurs fois ce matin, une proposition de loi de Bruno Retailleau qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui visait à ce que les casseurs identifiés ne puissent pas se rendre en manifestation. Donc, parce que les spectateurs qui nous écoutent ne savent pas tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils disent qu'est-ce que font les parlementaires? Les parlementaires, comme l'a justement dit mon collègue, ils essaient d'appliquer, dans le cadre d'un état de droit et d'une loi, un certain nombre de lois, et quand ils le peuvent, ce que nous essayons de faire, de les améliorer. Bon, dans un sens ou dans un autre, ça c'est le respect des opinions. Mais quelque part, à un moment donné, moi je pense que dans la situation où nous nous trouvons d'extrême violence, qui n'est pas que dans les manifestations, il y a une sorte de, comme disait Alain Bauer, de convergence des rages aujourd'hui. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à cette montée des extrêmes violences? Est-ce que nous disposons des outils juridiques dans un équilibre qui doit être liberté-autorité? Voilà. Ça, c'est une mission du Sénat que j'accepte très volontiers. Ça pourrait être une piste. Je rappelle bien qu'il y a 42 sites qui ont été identifiés comme des points chauds. On a vu cette carte le week-end dernier, avec notamment, au-delà, par exemple, voilà, on la voit, cette carte au-delà de Sainte-Soline. Il y a par exemple le projet de la 69 entre Toulouse et Castres. Voilà, le lac de Caussade. Il y a le site d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse, à Bure. Donc on le voit, il y a beaucoup de points chauds auxquels il faut vraiment prêter attention aujourd'hui, Emmanuel Capus. Oui, il y a plein de projets qui sont utiles à l'ensemble de la population, des TGV, des autoroutes, des retenues d'eau. Tout ça, c'est pas fait pour des propriétaires particuliers, c'est fait pour les Français. Donc effectivement, il y a des contestations fortes sur place aussi. Il peut y avoir des contestations. On est dans un état de droit, donc il y a des tribunaux pour ça. On peut manifester aussi. Mais on ne peut pas, parce que Sainte-Soline, c'est une violation d'une propriété privée. Et une manifestation, on ne manifeste pas chez les autres. On peut manifester sur la voie publique, et là on déclare, mais on viole pas le domicile des autres en fait. Si quelqu'un venait chez vous, piétiner vos plates-bandes, détruire votre jardin parce qu'il trouve qu'il n'est pas d'accord tout à fait politiquement avec vous, c'est une violation du domicile, c'est une atteinte aux personnes. Ça se fait pas en fait dans une démocratie. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a des contestations. C'est pour ça que moi je suis tout à fait favorable à la mission d'enquête et de contrôle qui a été lancée non pas que par le groupe Renaissance, mais aussi par le groupe Horizon et Laurent Marcangeli à l'Assemblée nationale pour
pas savoir ce qui s'est passé à Sainte-Soline, c'est assez clair. C'est une violation d'une propriété privée et une manifestation interdite. Ce qui est intéressant, c'est effectivement comment on évite que ça se reproduise sur toutes les futures éventuelles ZAD, avec tous les projets d'intérêt importants, nationaux éventuellement, et qu'on évite, qu'on maîtrise ces black blocs, qu'on maîtrise cette ultra-gauche qui a été visée par le ministre ce matin, et qu'on la démantèle et qu'on sache comment il fonctionne et comment on évite que ça se reproduise. Comment est-ce qu'on évite les violences sur ces projets contestés, Thomas Dossus ? Ces projets, ils sont contestés pour des raisons. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'injonctions contradictoires du gouvernement. On a un ministre de l'Environnement qui nous dit qu'il faut adapter la France au plus 4 degrés, c'est-à-dire une France où la température va énormément augmenter, le climat va changer, et on a des projets qui ont été construits sans prendre en compte ce que le ministre vient de nous dire, par exemple. Et donc, on a des projets qui sont forcément contestés. Si j'ai pris l'exemple du lac de Caussade tout à l'heure, le lac de Caussade, c'est une réserve d'eau qui a été construite illégalement, 920 000 mètres cubes d'eau qui ont été construites par le président de la Chambre d'agriculture, qui a été... tous les travaux ont été dénoncés aux tribunaux, tous les tribunaux ont donné faveur à tous les opposants. Le lac de Caussade est toujours, la réserve d'eau est toujours en place. Donc, il y a un moment, l'état de droit, moi, je veux bien l'entendre, mais il faut qu'il soit respecté dans tous les côtés. Et là, il ne l'est pas. Et là, on a un président de la Chambre d'agriculture qui fait la loi sur son territoire. Ça, c'est pas normal. Je vous entends pas trop les dénoncer, ces genres de pratiques. Et donc, effectivement, ces projets, ils sont pas contestés pour rien. Ils sont contestés parce qu'on est en contradiction avec nos engagements de l'accord de Paris, avec les plus 4 degrés de Christophe Béchu. On est dans un moment où, forcément, comme disait le ministre, ça ne fait que commencer. Oui, ces projets vont être de plus en plus contestés. Et il va falloir trouver une façon de résoudre ces choses. Quand vous dites que c'est une propriété privée à Sainte-Soline, c'est vrai. C'est vrai, mais elle va capter l'eau qui irrigue tout le territoire. Et donc, c'est normal que des gens du territoire ne soient pas d'accord avec cette captation de l'eau pour un certain nombre d'agriculteurs irrigants et pas tous les autres. Donc, il y a un vrai sujet de captation aussi d'un bien public. Donc, ça provoque forcément des frictions. Et tant qu'on n'arrive pas à dépasser ça, à construire le consensus, eh ben, on aura des contestations. Il faut renouer le dialogue aussi avec ceux qui contestent et qui ne sont pas nécessairement violents. Il nous fait deux discours différents. Pourquoi, à ce moment-là, quand on a la ZAD à Nantes, dans les Pays de la Loire, et qu'il y a eu un référendum où on a consulté... la réponse a été oui. Et que la réponse a été oui à l'aéroport, pourquoi on s'en va occuper, là aussi, de s'approprier des terres et mener des actions violentes, alors que la décision avait été, par le peuple, de dire majoritairement oui à cet aéroport, bien sûr. Moi, excusez-moi, j'ai quelques heures de vol. J'ai été 21 ans premier vice-président de la métropole lilloise. J'avais l'aménagement du territoire. Bien sûr que j'ai été confronté à des tas de projets de ce type. Un intérêt général d'un côté, la nécessité de s'engager fortement et d'accélérer aujourd'hui dans la transition écologique sur laquelle, heureusement, il y a un large consensus. Bon, comment on trouve excusez-moi, moi j'étais aussi membre du comité d'évaluation du Grenelle de l'environnement avec un ministre qui s'appelait Borloo, qui a fait beaucoup pour ce faire. Bon, donc... Mais là, manifestement, il n'y a plus de consensus. Oui, donc, non, mais en tout cas, à un moment donné, il faut un débat, il faut trouver cet équilibre entre l'intérêt général et le développement. C'est là où nous sommes en désaccord, puisqu'il y a toute une série d'idéologies qui vont vers la décroissance. C'est une opinion, et nous disons on peut faire une croissance raisonnée avec un progrès maîtrisé en respectant un certain nombre d'objectifs pour la transition écologique. Bon, donc voilà, à un moment on doit avoir ce débat, il doit être tranché, une fois qu'il est tranché, il y a des lois, il y a des règles, et puis on les applique. Et on s'y tient. Allez, nous sommes aussi dans un contexte où les manifestations contre les retraites ont elles aussi pris un tour plus violent. On se rappelle la suite notamment du recours au 49.3. Et dans ce contexte, les brigades motorisées, les Bravem à Paris ont été mises en accusation. Et Gérald Darmanin, ce matin, est revenu, les a défendus. On écoute les propos du ministre de l'Intérieur. Vous dites, et c'est très intéressant, que je n'ai pas le droit d'utiliser le mot terrorisme. Mais vous n'êtes pas la police des mots, Madame de la Gontrie. C'est justement ça, une partie de ce qu'essaye de faire la police de la pensée. Le camp du bien, comme dirait Philippe Muret. Vous faites partie, manifestement, du camp du bien, et vous considérez qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des mots et d'autres qui ne peuvent pas le faire. Il n'y a pas de police des mots en démocratie, Madame la sénatrice, et vous n'avez pas l'apanage ni de la morale ni du vocabulaire. Je mets des mots sur les choses. Jeter des cocktails Molotov sur des gendarmes, c'est de la terreur. Parce que vous n'avez jamais été parmi les gendarmes pour recevoir des cocktails Molotov parmi eux. Moi, je vous encourage demain matin, plutôt que d'évoquer l'honneur de la police de gendarmerie, vous jetez parfois au chien, comme aurait dit un ancien président de la République, passez une journée avec la Bravem pour voir ce qui, toute la journée, ils ont comme violence en face d'eux. Une journaliste de l'AFP l'a demandé, il est allé, il est revenu, je crois, impressionné.
BFM l'a demandé, pensait qu'on refuserait. Je pense que tous les Français ont vu ce que c'était. Alors, poste de télévision, d'ailleurs, le journaliste a été blessé. Voilà, nous sommes revenus au début de ce débat sur la bataille un peu sémantique. Donc, ne revenons pas forcément sur le terme de terrorisme employé par Gérald Darmanin, mais en tout cas sur sa défense de la Bravem. Certains demandent sa dissolution. Est-ce que c'est votre cas, Thomas Dossus? Moi, je demande qu'on remette à plat la doctrine de maintien de l'ordre. En réalité, dans son interview au journal du dimanche, le ministre nous dit depuis le 16 mars, il y a eu plus de 1000 blessés parmi les forces de l'ordre. Et ça devrait nous questionner, pas uniquement sur la violence en face. Moi, je les dénonce toutes, j'ai aucune ambiguïté là-dessus. Mais s'il y a 1000 personnes qui sont parmi nos forces de l'ordre qui sont blessées, c'est aussi que notre doctrine, elle est défaillante. Quand on a 2 militants manifestants dans le coma après une manifestation, on doit trouver ça intolérable et remettre en cause la façon dont on applique le maintien de l'ordre en France. Donc oui, il faut remettre à plat tout ça. Qu'est-ce qui pose problème dans notre doctrine de maintien de l'ordre aujourd'hui pour vous? On a entendu par exemple votre collègue Guy Benaroche dire elle a changé le 16 mars sur la question des retraites par exemple. Ce qu'on a vu, moi j'ai participé à tous les cortèges, c'est que le 16 mars, après le 49.3, on a eu des forces de l'ordre beaucoup plus au contact des manifestations par rapport à ce qu'on avait vécu sur les premières. Donc manifestement, on a vu, nous, même en tant que manifestants pacifistes, un changement de doctrine. Ce qu'on voit, ça a été rappelé, hein, les chiffres en France sont dramatiques, c'est-à-dire qu'on a 4 fois plus de blessés en manifestation que nos pays voisins. On a un arsenal qui est incomparable avec tous nos voisins. On a équipé nos forces de l'ordre d'un arsenal extrêmement dangereux, plus que n'importe quel autre voisin. Donc on a un souci qu'on ne cherche pas la désescalade, on va au contact et on veut tout de suite mater le moindre manifestant déviant, et donc on a un schéma de maintien de l'ordre qui ne cherche pas à apaiser la situation, comme ça peut être le cas ailleurs. Je ne dis pas qu'on est angélique, hein. Je dis qu'il y a d'autres polices qui font autrement. Allez, une autre de vos collègues a été présente dans de nombreux cortèges. C'est le cas de Monique Lubin, sénatrice socialiste, qui a beaucoup porté la parole du groupe PS lors du débat sur les retraites. Elle est à votre micro, Quentin. Oui, bonjour Monique Lubin. Bonjour. On entendait votre collègue, effectivement Thomas Dossus, dire qu'il fallait remettre à plat toute la doctrine de maintien de l'ordre. Est-ce que vous, les socialistes, vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, en tout cas, nous sommes troublés par ce qui se passe. Nous sommes bien évidemment... extrêmement respectueux du travail de la police, mais nous sommes troublés quand même par les témoignages de personnes qui se sont retrouvées en grande difficulté, voire blessées, qui n'étaient pas pour autant, des manifestants dangereux. Donc je pense que, alors je ne sais pas s'il faut que je le dise comme Monsieur Dossus, mais en tout état de cause, il faut tout interroger. Il ne faut s'interdire aucune question. Ce matin, Gérald Darmanin a présenté un tableau aux sénateurs de la commission des lois. On voit qu'il y a une date où clairement il y a un nombre de blessés qui augmente très fortement. C'est après le déclenchement du 49.3. Vous pensez que ça a été quelque chose qui a généré de la colère en plus dans les mouvements? Comment est-ce que vous expliquez ce moment de bascule? Je pense qu'effectivement, l'utilisation du 49.3 a généré beaucoup de colère, mais je ne suis pas certaine quand même que les gens qui, dans les manifestations, aient fait preuve de la plus grande violence, soit des manifestants, que le 49.3 avait blessé. Je pense qu'il y a aussi une intrusion de personnes qui sont là pour casser et pour casser finalement aussi le mouvement quelque part. Ce matin, l'intersyndicale était reçue à Matignon. Ils parlent d'une seule voix. Au bout de 55 minutes, ils ont quitté cette réunion en parlant d'échec. Il y avait pas d'accord possible sur le fait que le gouvernement voulait ne pas reparler de la durée de temps de travail. Est-ce que ça aussi, ça peut nourrir une forme de colère demain pour la 11e journée, selon vous? Ce qui nourrit la colère, et plus peut-être la colère que le désespoir, ou peut-être plus le désespoir que la colère, c'est ce que je voulais dire, c'est cet aveuglement du gouvernement qui ne veut plus, qui ne veut pas reculer, j'ai presque envie de dire qui ne peut plus. C'est presque trop tard pour eux. Plus tard, ils reculeront. Et plus tard, ça sera compliqué pour le gouvernement. Mais cette espèce d'aveuglement qui fait que les Français ont la sensation de ne plus être entendus, écoutés, compris. Et à titre personnel, je pense que le discours, l'intervention du président de la République à la télévision il y a quelques jours a été catastrophique. Ouais.
catastrophique. Un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous craignez la journée de demain, dans le sens où elle pourra aller vers encore plus de violence dans les cortèges face à ce constat d'échec politique, non ? Non, je ne crains pas. Oui. Je ne crains pas la journée de demain. Qu'est-ce qui peut se passer de demain ? Je ne crains pas la journée de demain dans le sens où moi j'ai entièrement confiance aux manifestants, à tous ceux qui vont dans la rue de bonne foi pour protester contre le recul de l'âge de la retraite. Alors après, qu'effectivement des éléments perturbateurs qui ont envie pour tout un tas de raisons de casser ce mouvement et de le salir s'introduisent, oui, c'est une crainte que nous pouvons tous avoir, mais moi je n'ai pas peur des manifestants. Merci. Merci Monique Lubin pour cette réaction au micro de Public Sénat. Merci beaucoup Quentin. Marc-Philippe Daubresse, je voudrais aussi vous faire réagir au fait que l'ONU et le Conseil de l'Europe ont dit leurs inquiétudes sur le droit à manifester en France. Le Conseil de l'Europe qui s'alarme d'un usage excessif de la force. Est-ce que ça vous l'entendez ? Écoutez, moi j'écoute ces personnes super techno du Conseil de l'Europe ou de l'ONU qui viennent donner des leçons et ferait bien de balayer pour commencer devant leur porte parce que c'est pas forcément leur premier problème. Et comme étant spécialiste des problèmes de sécurité... Plus dubitatif sur ce... Je suis spécialiste des problèmes de sécurité au Sénat et de lutte contre le terrorisme. Et je vois un certain nombre de prises de position européennes qui me laissent pantois. Bon, quand je vois aussi la Ligue des droits de l'homme française contester un arrêté qui dit qu'il ne peut pas avoir de port d'armes sur le terrain d'une manifestation interdite, ça me laisse rêveur. Bon, donc... enlevons les donneurs de leçons, quel est le problème ? Il ne faut pas confondre la cause et les conséquences. Ce n'est pas la doctrine de maintien de l'ordre qui a changé après le 16 mars. C'est une accélération volontaire, pensée, réfléchie d'un certain nombre de personnes dites de l'ultra-gauche qui ont décidé de mettre plus de moyens pour être encore plus violents et qui sont hyper mobiles. Ils se défont à toute allure et du coup, il y a un problème. Il y a un problème pour des forces de l'ordre qui protègent en plus les manifestants, de pouvoir répondre à cette une sorte de guérilla urbaine à l'intérieur de la manifestation. Donc il faut bien s'adapter. Pour autant, je récuse le terme de violence policière. Il n'y a jamais eu de violence policière systémique interne au système. Il y a de temps en temps, c'est pas que d'aujourd'hui, des dérapages de certains éléments individuels de la police qui doivent faire l'objet d'une enquête et le cas échéant, il y en a des enquêtes en cours sur des enregistrements qui ont été rendus publics. Sous réserve. Moi, je veux bien entendre ça dans une commission d'enquête. Ce sera intéressant d'auditionner les uns et les autres. Mais pour moi, c'est pas la brave M, entre guillemets, qui est une brigade systémique qui est là pour casser du manifestant. C'est pas du tout ce que je vois pour l'instant. On peut auditionner. Mais par contre, il y a peut-être des défaillances individuelles qui, comme toute défaillance, doivent être sanctionnées. L'IGGN sont saisis et sur la Bravem et aujourd'hui sur Sainte-Soline. On peut leur faire confiance, selon vous, Emmanuel Capu ? C'est une magistrate qui a été nommée à la tête de l'IGGN. C'est pas une policière. Oui, moi je crois qu'effectivement, on ne peut pas renvoyer dos à dos la police et les casseurs. En France, la police, elle défend les institutions, elle défend la démocratie, elle défend les particuliers, elle empêche que les casseurs brûlent les voitures des Français, elle empêche que les manifestants violent éventuellement les propriétés privées des Français, et elle a le monopole de l'usage de la force dans des conditions nécessaires et proportionnées. Et il y a des inspections, tant pour la gendarmerie que pour la police, qui font leur travail. Donc on ne peut pas renvoyer dos à dos la police et les casseurs. Et je trouve extrêmement inquiétant qu'une part de la gauche ne comprenne pas qu'elle dessert ses propres intérêts en donnant l'impression de cautionner cette ultra-violence de l'ultra-gauche qui, elle, a un dessein très clair. Son dessein, c'est de transformer un peuple révolté en peuple révolutionnaire, et c'est de détruire nos institutions. Et ça, la gauche devrait le comprendre. Elle l'a vu aux dernières élections en Ariège. LFI a été balayée par un candidat plus modéré de gauche aussi. Pourquoi ? Parce que les Français ne veulent pas des extrêmes. Le mot de la fin, je vous laisse répondre là-dessus. Sur la gauche doit-elle se désolidariser de Il y a les technos loin du terrain et puis les sénateurs proches du terrain. J'ai pas entendu un seul mot pour le manifestant qui est actuellement dans le coma. Est-ce que ça, c'est pas un résultat d'une doctrine de maintien de l'ordre qui est dangereuse, qui utilise des armes dangereuses? C'est pas démontré à ce jour. D'accord. Si c'était démontré, il faudrait sanctionner. D'où vient la Bravem ? D'où ça vient cette unité ? Est-ce qu'il n'y avait pas les voltigeurs dans les années 80, qui étaient exactement la même brigade, qui a été dissoute ? Pourquoi elle a été dissoute ? Est-ce que vous pouvez me rappeler, vu que vous êtes un spécialiste. Dites-moi pourquoi elle a été dissoute. Voilà. C'est une brigade qui a tué un manifestant.
Oui. Oui. Et on reproduit la même chose avec une violence. Il a été démontré. Excusez-moi, j'ai quelques heures de vol. Moi, j'y étais en 68, je suis plus âgé que vous. C'est pas 68, hein. Non, mais après, c'était dans les années 80. Mais il a été démontré, a posteriori, qu'il y avait eu un acte violent, inacceptable en termes de déontologie de la part d'un voltigeur en question. Donc, il y a eu une décision qui a été prise. Bien sûr. Là, à ce jour, à ma connaissance... Et donc, on attend quoi? On attend la mort, c'est ça? Il y a une enquête, il y a une enquête qui est en cours. Il y a eu des propos totalement déplacés que nous condamnons des pratiques dangereuses. De fonctionnaires de la Bravem. Il y a que vous qui les voyez pas. Hein. Ils devront être sanctionnés, mais il n'est pas démontré que toute la Bravem, qui doit s'adapter au mouvement mobile de guérilla urbaine des casseurs, soit gangrénée par une idéologie de démolissement. C'est pas vrai. Allez. Alors faisons une commission d'enquête et on aura des réponses. Faisons une commission d'enquête. Voilà, disons, il y en a des sujets sur lesquels faire des commissions d'enquête. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Nous sommes à une demi-heure des questions au gouvernement et c'est le moment de rejoindre Mathias Araès pour faire le point sur les thèmes qui